On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des différentes activités du Centre de femmes du Haut-Richelieu, entre autres les cuisines collectives. Mais d'abord, parlons de politique municipale avec la doyenne du Conseil de ville, Christiane Marcoux, qui représente l'Acadie depuis fort longtemps. On sait que c'était une année quand même assez difficile politiquement. Il y a aussi des enjeux du côté de l'Acadie. Bref, on fait le tour de la question avec Mme Marcoux à l'instant. À chaque saison, à chaque automne, on fait le tour des différents quartiers de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en recevant à tour de rôle les conseillers municipaux. Et après avoir passé, dans le fond, le maire et 11 de ses 12 collègues conseillers-conseillères, on reçoit aujourd'hui la doyenne du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, Christiane Marcoux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Est-ce que c'est un titre qui vous va bien, cette doyenne? Je n'ai pas de problème avec ça. Vous n'avez pas de problème avec ça? Non. Est-ce que le fait d'être doyenne amène de la sagesse, de la maturité, voir les choses autrement, prendre du recul, le temps de prendre les décisions? Un petit peu tout ça, je te dirais. Je vois ça différemment, un petit peu plus posé, peut-être sage, non, pas vraiment. Là, est-ce que vous dites parfois à vos collègues, « Ah, attendez, on va réfléchir, oui, oui, on ne prendra pas une décision tout de suite, sur le coup de l'émotion? » Oui, plus stratégique. Plus stratégique. Oui. C'est quoi les enjeux de cette première année du mandat? Il y a des enjeux, évidemment, à la hauteur de la grande ville. Il y a un nouveau conseil, un nouveau maire, il y a une nouvelle ambiance qui s'est installée. Il y a eu, disons, des moments extrêmement difficiles durant ces mois-là. Là, on semble, je ne sais pas si c'est circonstanciel, mais visiblement, depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est plus tranquille. Est-ce que ça s'explique? Bien, moi, je vous dirais que c'est plus tranquille pendant les assemblées publiques. Ça, c'est officiel que la modification du règlement de régie interne a amélioré la situation. Le fait de faire rien qu'une réunion par mois, de faire une période de questions. Puis je vous dirais que ça s'est calmé un petit peu sur les médias sociaux. Mais pour ce qui est du reste, autour de la table du conseil, moi, je n'ai pas vu d'amélioration. OK. Donc, dans le fond, ce que vous nous dites, c'est que nous, ce qu'on voit, oui, ça s'est calmé. Oui. Mais vous, de l'intérieur, il n'y a pas de changement? Non, non. Puis ça fait quelques fois que je le dis. Pour moi, là, après l'élection de novembre 2017, on aurait pu être supposé d'entendre parler d'équipe. Oui. Équipe Laplante, équipe Fecteau, les indépendants. On est là, on est 13 ensemble à travailler pour faire avancer la ville. Fait que c'est ce qu'on aurait dû faire. On n'aurait pas dû entendre parler d'équipe. Puis M. le maire, quant à moi, a continué à travailler avec son équipe, puis il nous a mis de côté, puis ce qui fait que nous, bien, on travaille ensemble, les autres. Est-ce qu'on réussit quand même à faire avancer les projets, à faire avancer les dossiers, à prendre des décisions? Le conseil est majoritaire, donc comme on dit souvent, le conseil parle par résolution, mais en même temps, vous admettrez aussi que 95 des résolutions sont acceptées unanimement. Donc, publiquement, nous, ce qu'on voit, c'est à l'occasion une ou deux résolutions où il y a un désaccord. Mais sinon, la majorité du temps, vous semblez, en tout cas en apparence, assez d'accord. Oui, non, ça, effectivement, là, 95 du temps, on est d'accord. C'est sur différents sujets. Comme exemple, on a entendu parler beaucoup des golfs. Ouais. On a entendu, là, dernièrement, quant à moi, Alliance Ariane, là, M. le maire a manqué une belle chance de montrer qu'il travaillait avec tout le groupe, là, avec les 12 conseillers. Non, la ville continue d'avancer, les projets avancent quand il y a des projets sur la table, bien entendu, là, parce que là, quant à moi, on vit sur des projets qui étaient là avant les élections de novembre 2017, là, tout continue d'avancer, là, ça progresse, mais non, moi, je vous dirais qu'au niveau de la ville, là, on n'est pas bloqué. Craignez-vous qu'à moyen long terme, que la ville soit en panne de projets? Parce que vous dites, on travaille un peu sur des projets qui ont été, oui, disons, ça travaillés avant l'élection. Oui, ça m'inquiète, ça. Parce que depuis les dernières élections, on n'a pas entendu parler beaucoup de nouveaux projets. Même, il y en a qu'on avait entendu parler avant, puis là, c'est plus silencieux. Moi, je pense que l'image de la ville, je l'ai souvent dit aux autres, vous savez, les pléniers, ça, c'est fait pour discuter, pour mettre nos idées sur la table, pour essayer de convaincre nos confrères. Mais quand tu as fini de la discussion, puis qu'on est supposé 10 contre 2, là, bon. Mais ça ne donne rien d'arriver en public, puis de déchirer ta chemise, puis de donner une mauvaise idée, une mauvaise image de la ville, là. Fait que moi, je pense que l'image qu'on a donnée de la ville depuis novembre 2017, ça n'a pas aidé aux investisseurs, c'est certain.
Qu'est-ce qui se passe dans l'Acadie? C'est quoi les enjeux du moment dans l'Acadie? Moi, je serais tenté probablement comme première question de vous demander, il arrive quoi avec le champ de tir? Parce que c'est un enjeu dont on parle depuis quand même fort longtemps. Est-ce que ce dossier-là avance? Est-ce qu'il a progressé? Est-ce que la situation s'est améliorée? Est-ce que l'été qui vient de se terminer nous a amené un calme un peu plus élevé ou pas du tout? Non, l'été qui vient de se terminer, c'était comme les autres étés. Il y a eu des tournois, il n'y a pas de changement. Pour nous, la Ville, on respecte l'entente qu'on a signée avec le propriétaire. Nos versements ont été faits dans les temps et tout. Fait que faut c'est juin ou juillet, je crois, 2020, que c'est censé que le champ de tir, soit qu'il soit fermé ou qu'ils mettent la clé dans la porte. C'est comme ça. Donc, pour l'été qui vient, l'été 2019, donc dans moins d'un an, ce que vous nous dites, c'est que ça sera sensiblement la même chose. À moins qu'on en arrive avec qu'il se passe quelque chose, qu'on en arrive avec une nouvelle entente, là, mais là, pour le moment, non. Là, vous nous dites, dans le fond, qu'en 2020, c'est là qu'il pourrait se passer quelque chose, à savoir si on construit un chantier intérieur ou si on ferme le chantier. C'est ça. Donc, il y a une échéance, là. Oui, il y a une échéance. Oui. C'était 3 ans après la signature là, de l'entente. Bon. Et vous n'avez pas eu de nouveau là-dessus? Non. Bon. Les citoyens, est-ce que les citoyens l'acceptent? C'est pour ça qu'on les entend moins, parce que pendant un temps, ils venaient au conseil de ville. Là, on ne les entend plus vraiment. Est-ce que c'est parce qu'ils acceptent, dans le fond, la situation actuelle? Bien, ils ont un petit peu d'espoir, là. Ils ont l'espoir que ça ferme, là, en 2020. On les entend moins en assemblée publique, mais moi, quand je les rencontre, ils m'en parlent, là. Puis des fois, ils m'appellent chez nous. Donc, ils prennent leur mal en patience, sachant que ça aura une fin éventuellement. Oui. Bon. Ce sujet-là est revenu à l'ordre du jour dans l'Acadie, et pourtant, ça doit faire peut-être que 10 ans, 15 ans, voire 20 ans qu'on en parle. Le camionnage, la circulation, tout près de l'école primaire Napoléon-Bourassa, intersection chemin Grand-Pré. Il y a beaucoup de camions qui passent là dans une journée. L'intersection est faite comme en X. Je présume que les camions doivent faire un peu de magie là, pour être capables de tourner convenablement. On en est où avec cet enjeu-là? Disons que ça n'avait pas bougé depuis qu'on s'est fait refuser le projet de route de contournement par la Commission de protection du territoire agricole. C'est la CPTAQ. C'est la CPTAQ qui nous a refusé le dossier. Ça, c'est en 2011. Ça n'avait pas bougé beaucoup. On essaie, c'est officiel, d'améliorer la situation. On passe des résolutions, on demande des diminutions de vitesse. Avec les années, on a réussi à avoir, il faut se rappeler, une lumière au coin du boulevard Saint-Luc, puis de Grand-Pré. Il n'y avait pas de lumière là avant. Maintenant, on en a une. On a eu un clignotant au coin de la rue Delan avec un stop. On demande des diminutions de vitesse souvent. Je n'ai demandé une dernièrement, de diminuer à 50 à partir du village jusqu'à la bergerie, jusqu'à la rue Olivier et Blédard. On me l'a refusé. Mais on essaie d'améliorer la situation. Mais cette année, c'était très pénible, je dois vous le dire. La construction du pont Champlain a amené beaucoup de camionnage dans l'Acadie. Les matériaux provenaient, d'après moi, des carrières. Fait que ça l'a occasionné beaucoup de circulation. Est-ce qu'il y a déjà une étude qui a été effectuée pour mesurer le nombre de camions qui passent à cette intersection? Ouais. Oh oui. Il y a eu des enquêtes origines. Quand on a fait le dossier de la route de contournement, il y a des enquêtes origine-destination qui ont été faites. Il y a des comptages qui ont été faits sur le boulevard Saint-Luc. Et dans l'Acadie même, pour voir. Puis c'est plus de 2000 camions par jour à l'Acadie et sur le boulevard Saint-Luc. De mémoire, c'était à peu près 1200 dans l'Acadie puis 800 dans le cœur de Saint-Luc, là. Fait qu'avec le projet de route de contournement, on dégageait ça, là, on dégageait les deux. Donc, ce que je comprends, c'est que la prochaine étape, ce serait à nouveau de faire d'exercer une certaine pression sur le ministère des Transports et la CPTAQ? Est-ce qu'il faudrait resoumettre un projet de voie de contournement? OK. Bien, disons je ne suis pas rendue là, mais moi, je vous dirais premièrement, on a demandé une rencontre. On a une rencontre qui est fixée pour le 17 janvier avec le ministère des Transports pour discuter du dossier. Est-ce qu'on peut faire... Parce qu'on sait qu'un projet de route de contournement, même si on était tous d'accord à ça, c'est pas demain, là. C'est quelque chose c'est ça, c'est loin. Mais possiblement qu'on pourrait peut-être, avec eux autres, en discutant, trouver des solutions pour améliorer, je ne le sais pas. On va regarder ça. Mais on a une rencontre avec eux le 17 janvier. Bon. Les rues en gravier, est-ce que vous en avez beaucoup chez vous? Oui. Oui, j'en ai beaucoup.
Moi, ce que je travaille, ce que je demande à la Ville, je l'ai demandé à plusieurs reprises en 2018, puis en 2019, là, je vais insister encore plus. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse une rencontre avec les citoyens concernés, puis qu'on explique comme il faut la politique que la Ville a mis en place. Les citoyens ont l'impression qu'on paye 15 ou 24 de l'ensemble des travaux. C'est pas ça du tout, là. C'est pas ça du tout. La belle exemple, là, c'est la rue de Rouville, dans mon secteur, qu'on a fait l'année passée. On parle d'un projet, je vais faire des chiffrons, là, 1 million de dollars. La Ville a payé 700 000 Fait que les citoyens, ça a été des factures assez salées, là, ça, j'en conviens, parce qu'il y avait seulement qu'un côté de payeur. L'autre côté, c'est une terre agricole. Ça a fait des factures assez élevées. Mais ça ne fait rien, là. Faut que c'est pas tout pareil dans toutes les rues. Moi, j'aimerais ça qu'on s'assoie avec les citoyens, on fasse des soirées d'information. On a classé les rues en 3 catégories, la zone inondable, le territoire agricole, puis les rues ordinaires, là, en plus urbanisées. Puis on pourrait faire des rencontres avec les citoyens puis expliquer comme il faut la politique, puis leur dire, bien, écoutez, si vous êtes intéressés, on va mettre ça, faites-nous une demande, puis on va progresser dans ça. Bon. Outre le champ de tir, le camionnage et les rues en gravier, est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui vous tiennent à cœur dans l'Acadie sur lesquels vous désirez pousser dans la prochaine année? Bien là, il y a le parc des Parulines qui va avoir une phase 2. Ça, j'ai travaillé là-dessus. On va faire des sentiers dans le boisé. On va faire également des petites passerelles parce qu'il y a des sentiers qui passent en milieu humide. Fait que c'est plus difficile à traverser. On va faire des petites passerelles en bois. On a... Ah oui, puis en passant, le parc des Parulines, le stationnement qui est adjacent au chemin du Clocher, cet hiver, il va être déneigé. Fait que les citoyens qui vont vouloir emprunter le parc des Parulines, soit en raquette ou en ski de fond, vont pouvoir le faire. On a, à l'été 2019, des jeux d'eau. Ça, c'est quelque chose que je demandais depuis quelques années. Des jeux d'eau au parc Jacques-et-Marie, juste à côté de l'école Napoléon Bourassa. Parce que le camp de jour est à cet endroit-là. Puis il y a plus de 60 enfants qui sont là l'été. Fait qu'en tout cas, je pense que c'était un besoin, surtout avec l'été qu'on vient de passer. On a la bibliothèque. Il va y avoir des belles rénovations à la bibliothèque. À l'intérieur, on va faire en même temps, on va rafraîchir le théâtre de Grand Prix au sous-sol. Il va y avoir un accès pour handicapés qui va être fait au niveau de la bibliothèque. Fait que ça, c'est un beau projet également. On a l'aqueduc sur l'avenue des Pins qui avait été mis, on avait offert aux citoyens il y a 2-3 ans. Les citoyens avaient dit non, mais là, ils sont revenus à la charge. On a fait une rencontre avec eux au mois de juin. On leur a expliqué comme il faut le dossier et on leur a donné des coupons-réponses. Ils nous ont fait mention qu'ils voulaient avoir les coûts. Fait que ça progresse aussi en 2019. On a plusieurs dossiers. En terminant, êtes-vous satisfaite du niveau d'activité qui se tient actuellement à l'Église patrimoniale de l'Acadie? C'est un bâtiment qu'on a sauvé, tout ça. Bon, il y a un regroupement, il y a des amis qui s'en occupent. Mais est-ce que vous êtes satisfaite de ce qu'on y retrouve à l'intérieur en termes d'activité? Oui, je trouve que ça va bien. M. Poupard, maintenant, travaille là. Il est coordonnateur. Il y a eu des belles activités tout l'été. Ils ont gagné, d'ailleurs, le prix la semaine dernière à la soirée Essard, là. Non, je suis très satisfaite. Je dois vous dire que le conseil d'administration des Amis de l'Église, là, c'est vraiment formidable. Moi, je suis assise au conseil d'administration, mais comme observateur. Je représente la Ville. C'est des gens qui travaillent très, très fort. Comme là, ils sont en train de faire un plan d'action pour restaurer les œuvres d'art à l'intérieur de l'Église. Fait que c'est... Non, je suis satisfaite. Mme Marcoux, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle cette fois de cuisine collective. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 25 minutes avec celui qui est mis au monde, Céline Dion. Oui, puis on peut le voir à l'antichambre au 91.9, Gilbert Delorme. Voilà, d'amour et d'amitié. Ah oui.
dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Le Haut-Richelieu compte un centre de femmes depuis plusieurs années, mais c'est important toujours de continuer de le faire connaître. Il y a beaucoup d'activités. C'est un service à la population. Notre invité aujourd'hui, Joëlle Thérien, qui est agent de communication au Centre de femmes du Haut-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Merci. Il faut parler des centres de femmes. Il faut parler des activités que vous tenez. Bon, il y a la cuisine collective, on va y revenir tantôt, mais vous êtes actuellement dans une grande campagne qui vise à vous faire connaître, pas juste même ici, mais à la grandeur du Québec. Oui, exactement. L'Aire des centres de femmes organise une campagne qui a pour titre « Donne-toi de l'air », qui a pour but là, de démystifier surtout là, la mission des centres de femmes. Donc, on connaît beaucoup là, le lien avec la violence faite aux femmes. Alors, nous, au Centre de femmes, on a un service d'écoute, de référence, mais on n'est pas une maison d'hébergement. Donc, c'est aussi ça l'idée là, de faire la différence. Là, ici, dans le Haut-Richelieu, on a la maison INA, qui est une maison d'hébergement là, pour les femmes victimes de violences. Mais nous, notre centre de femmes, c'est un lieu pour que les femmes puissent, d'une part, s'outiller contre la violence faite aux femmes, mais aussi un lieu là, pour qu'elles puissent s'entraider puis passer là, un bon moment ensemble. Bon, et là, durant la prochaine année, vous avez quoi? Une activité par mois qui vise, dans le fond, qui s'inscrit dans le cadre de cette campagne? Oui, exactement. Là, la campagne dure 6 mois. Alors, ça a commencé là, le 23 octobre dernier. On a lancé ça là, avec un après-midi causerie où, avec plusieurs participantes du Centre de femmes, on a discuté là, de qu'est-ce que le Centre de femmes avait apporté dans leur vie. Alors, ça a été une discussion là, très riche. On a publié 2 vidéos là, sur notre page Facebook là, pour, c'est ça, là, démystifier là, la mission des centres de femmes, puis mieux nous faire connaître. Puis au mois de novembre, on a organisé un marathon d'écriture en partenariat avec Amnesty International. Puis le 6 décembre, les femmes de l'Atelier Théâtre préparent là, une pièce de théâtre en lien pour finir là, les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes là, qui commémore là, la tuerie de Polytechnique. Bon, parce que d'ailleurs, quand on regarde les activités, prenons l'exemple des activités du mois de décembre, puis en même temps, ça donne aussi un bon exemple de ce que vous faites là, dans une année. On parle de soirée ciné-causerie. On parle d'un café-rencontre, mais du côté de Mont-Saint-Grégoire, parce que vous desservez également la MRC dans son entièreté. Vous avez des petits déjeuners. Vous avez aussi une activité Parlons Actualité. Donc, c'est vraiment très, très, très diversifié. Oui, exactement. Une fois par mois, on est à Mont-Saint-Grégoire pour c'est ça, là, les cafés causeries. Le dernier a été très intéressant au mois de novembre. C'était pour démystifier là, la communauté là, LGBT. Là. Alors, les discussions là, ont été très intéressantes, là, puis ça a permis aux femmes là, de vraiment bien comprendre, d'en discuter là, pour mieux connaître cette réalité-là. Puis, c'est ça, au Centre de femmes là, qui est situé là, sur la rue Georges Faneuf, là, dans nos nouvelles installations. Là, on a une panoplie d'activités qui ont lieu, puis on a plusieurs là, belles activités qui s'en viennent là, dans les prochains mois. Ça, c'est important de le noter aussi parce que pendant quand même assez longtemps, le Centre de femmes était situé dans Saint-Eugène, au centre communautaire. Ensuite, un déménagement bref du côté du Centre des aînés et de la rue Laurier. Mais là, depuis près d'1 an maintenant, vous êtes sur la rue Faneuf, donc dans le fond, tout près de l'ancienne église Saint-Gérard, pour situer un peu les gens près du McDonald's, boulevard du Séminaire, église Saint-Gérard. Donc, parlez-moi aussi des cuisines collectives, parce que ça, c'est un volet aussi quand même assez important comme activité là, qui est sur l'année, quoi. Oui, exactement. Nous, on a un volet sécurité alimentaire là, dont les cuisines collectives font partie. Puis c'est intéressant aussi de mentionner que pour nos activités du Centre de femmes, donc c'est pour les femmes seulement, mais pour le volet là, sécurité alimentaire, là, les hommes sont les bienvenus là, s'ils veulent se joindre à nous. Alors, on a là, des ateliers culinaires qui se donnent en ruralité et au Centre de femmes et aussi là, les cuisines collectives. Là, on a plusieurs groupes à Saint-Jean et aussi là, un peu partout là, dans le Haut-Richelieu. Bon, comment ça fonctionne, les cuisines collectives? Les gens s'inscrivent, vous tenez ça quoi? Oui, dans le fond, quelques fois par semaine? Bref, c'est quoi le canevas? En général, ils se rencontrent une fois par mois pour cuisiner, mais ça dépend. Là, il y a certains groupes là, qui vont prendre une petite pause durant l'hiver parce qu'il y a moins, il y en a là, des snowbirds qui s'en vont en Floride, là, donc l'achalandage baisse. Mais en général, ils se réunissent une fois par mois. Ça commence par un contact là, avec moi. Donc, les gens appellent au Centre de femmes, puis moi, je discute un peu avec eux, je leur pose des questions là,
c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur disponibilité, parce que les groupes ont différents objectifs. Là. Il y en a certains qui vont vouloir cuisiner des plus ou moins grosses portions, mais qui vont vouloir essayer des nouvelles recettes, se challenger un peu. Mais il y en a d'autres pour qui la productivité, c'est très important. Là. Donc, on peut faire plein de tourtières pour le temps des fêtes, on peut faire plein de sauces à spaghetti pour congeler. Là. Donc, les groupes ont différents objectifs. Donc, vous avez plusieurs groupes? Oui, exactement. Là, on a peut-être 5 ou 6 groupes actifs en ce moment partout. Là, et donc, le mandat ou la mission peut varier d'un groupe à l'autre, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est vraiment un groupe de cuisine collective. Donc, c'est eux qui décident comment ils veulent s'organiser puis comment ils veulent orienter leur groupe. Moi, je suis là au début pour les aider à démarrer, mais si le groupe se sent à l'aise, c'est lui qui vole de ses propres ailes. Puis nous, on est là en soutien puis pour leur donner un cadre. Comment que ça dure, une session de cuisine collective? En général, soit une demi-journée, soit une journée complète. Là, ça dépend de ce que... si les groupes qui sont ambitieux, qui veulent faire une grosse production, se prévoient la journée complète. Là, on sait quand on commence, on ne sait pas à quelle heure on finit. Puis on peut être assez nombreux dans le groupe? Entre 3 et 6 personnes. C'est le nombre de personnes qu'on et là, vous avez des équipements requis sur la rue Faneuf pour les cuisines, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça qui est beau de nos nouvelles installations. Là, on peut faire les cuisines dans le centre de femmes, qui est un grand centre à air ouverte. Là. Alors, on est tout équipé avec nos gros chaudrons pour faire des grosses productions. Et là, les gens amènent leurs aliments, quoi? Chacun amène ses portions. Comment ça fonctionne? En fait, dans un premier temps, il y a la planification. Ouais. Donc, ils se réunissent peut-être quelques jours avant ou une semaine avant. Là, on prend, ça dure peut-être environ 1h30. Les gens discutent, ils amènent des recettes, ils discutent qu'est-ce qu'ils veulent faire comme recette. Puis ensuite, on dresse la liste des ingrédients nécessaires par recette. Puis chacun choisit le nombre de portions dont il veut prendre. Donc là, nous, on a un fichier Excel qui nous permet de répartir les coûts équitablement. Donc, quelqu'un qui voudrait manger beaucoup de lasagne pourrait décider de faire une plus grosse portion pour lui, mais de garder une plus petite portion pour un autre participant qui a peut-être moins envie d'en manger pendant une longue période. Est-ce qu'on sait, quand on regarde l'ensemble des services offerts au Centre de femmes, combien il peut y avoir de femmes dans une semaine, un mois ou une année qui font affaire avec vos services? À combien de personnes, dans le fond, vous aidez de près ou de loin, directement ou indirectement dans l'année? Ça varie beaucoup. On a des groupes autogérés qui fonctionnent vraiment très bien. Là, on a un groupe d'écriture, un groupe d'étirement. Donc, il y a environ peut-être une vingtaine, une trentaine de participantes à chaque semaine qui viennent à chacune des activités. Donc, à faire en compte aussi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on compte peut-être une vingtaine de participantes par semaine. Donc, ça varie beaucoup, je vous dirais. Plus les appels que vous recevez aussi. Oui, c'est ça, exactement. Là ces temps-ci, le temps de Noël, puis avec la baisse de la luminosité, puis toute l'effervescence, le service d'écoute est beaucoup utilisé et apprécié par les femmes. Là. Service d'écoute, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me dire qu'on les écoute, mais dans le fond, qu'est-ce que les gens vous disent au téléphone? Ils vous appellent pourquoi? C'est un service d'écoute et de référence. Là. Donc, il y a certaines personnes qui ont juste besoin d'être écoutées, donc de l'écoute active. Des fois, là, on peut répondre en faisant des reflets pour aider la personne à faire des prises de conscience. Et aussi, il y a des gens qui ont besoin de référencement, donc qui vivent vraiment des grosses difficultés. Donc là, nous, on connaît bien les ressources du Haut-Richelieu, donc on peut les référer s'ils ont besoin au niveau alimentaire, s'ils ont besoin d'aller vers la Saint-Vincent-de-Paul ou s'ils ont besoin, par exemple, d'aller à la maison INA. Donc, on peut les référer. Malgré le fait, comme je le disais en introduction, que le centre existe depuis fort longtemps, sentez-vous qu'il y a encore du monde qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas ou qui ignorent l'existence du centre de femmes? Possiblement, parce que moi, je sais, ça fait pas si longtemps que ça que je suis en poste. Puis quand je disais, ah oui, je vais travailler au centre de femmes, là, il y a beaucoup de gens qui me disaient, ah, tu vas travailler dans un centre de femmes battues, dans une maison d'hébergement. Puis là, je prenais le temps de démystifier, donc, qu'est-ce qu'on faisait là, au centre de femmes. Là. Donc, je vous dirais qu'il y a encore beaucoup de gens qui associent aux maisons d'hébergement ou qui pensent que c'est pour une clientèle c'est ça, là, exactement. Là. Mais il y a des femmes qui sont passées par le centre de femmes qui ont vécu des grandes difficultés dans leur vie et qui continuent de fréquenter le centre de femmes, là, même si leurs besoins ont été comblés, parce qu'ils se découvrent des nouveaux centres d'intérêt, puis ça leur permet de rencontrer des femmes. Avez-vous besoin de bénévoles?
On a déjà une bonne implication bénévole, là, donc on est chanceux. Là, par exemple, là, à l'accueil, on a souvent là, des bénévoles qui sont là pour nous donner un coup de main. Là, donc, on est chanceux à ce niveau-là. Bon, ici, on va sur cfhr.ca, donc le site Web. Qu'est-ce qu'on retrouve comme information? On retrouve toute la programmation qui est là. Bientôt, éventuellement, on va mettre notre programmation d'hiver où on va avoir là, plusieurs nouveautés. Il y a nos événements aussi là, ponctuels. On a aussi là, toute l'information concernant là, le volet sécurité alimentaire qui comprend aussi là, des jardins collectifs. Donc, on offre un service là, de démarrage à des jardins collectifs, là, puis le jardin ici, là, dans le Vieux-Saint-Jean. Alors, on retrouve là, toute l'information là, sur les services qui sont offerts au Centre de femmes. Joëlle Thérien, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est un rendez-vous du côté de Saint-Alexandre, au Pavillon des loisirs, les 8 et 9 décembre, pour la tenue d'un marché de Noël. Donc, il y aura plusieurs exposants. Donc, allez faire votre tour, bien sûr, si vous êtes dans cette région-là, à l'occasion de ce week-end. On vous rappelle, bien sûr, qu'à chaque semaine, on vous présente ici même à la télé des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, il y a 4 000 $ en jeu pour le Télé Bingo et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Notre prochain rendez-vous, c'est demain.